Bonsoir à tous, voilà, bienvenue pour ce webinaire LFH consacré à la réforme des ASBL sur le CSA, le Code des sociétés et des associations. C'est une grande réforme qui a vu le jour en 2019 et ça va impacter vos statuts et différentes tâches que vous devez savoir au sein de votre ASBL ou au sein de votre club sportif. Et ce soir, on accueille Shina Belmans, avocate chez Altius, qui est un cabinet d'avocats d'affaires et qui a toute une aile consacrée au sport et qui va nous présenter donc du coup tout ce que vous devez savoir sur cette réforme des ASBL. Donc, bonsoir Shina. Bonsoir Christophe. On va environ passer une heure à revoir toute la réforme et pendant le webinaire, vous êtes les bienvenus à poser vos questions et vous pouvez poser vos questions en bas à gauche sous l'onglet questions. Je rassemblerai les questions, je les lirai et voilà, je couperai parfois Shina pour poser les questions que vous avez écrites. Et après chaque partie aussi, on vous laissera poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Donc voilà, n'hésitez pas. Tout le monde n'est pas encore connecté, je vois, mais je pense que les retardataires vont venir s'ajouter au fur et à mesure du webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas donc à poser toutes vos questions via l'onglet questions ici en bas à gauche. On va commencer et merci déjà d'avance à Shina pour tout ce qu'elle va nous raconter ce soir. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Comme Christophe vous l'a dit, donc je m'appelle Shina Belmans. Je suis une avocate spécialisée en droit des sociétés et des associations. Et c'est donc en cette qualité que je vais vous présenter aujourd'hui la réforme du droit des ASBL. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier LFH de nous donner cette opportunité de pouvoir vous présenter ce nouveau code. Il y a en effet un bon nombre de changements qui vont sans doute vous intéresser. Donc, comme Christophe vous l'a dit, n'hésitez pas à poser vos questions. Il les rassemblera et me les posera à la fin de chaque partie de mon exposé, de sorte que je puisse les traiter en fonction du contexte que j'aborde, de la partie que j'aborde. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais vous faire un rappel sur le contexte dans lequel cette réforme du droit des sociétés et des associations a vu le jour. En fait, la réforme du droit des sociétés et des associations, elle clôture un processus de transformation des ASBL. Ces ASBL, au terme de ce processus de transformation, vont devenir de véritables entreprises au même titre que les sociétés commerciales. Alors, pour vous faire un récapitulatif, voici les trois réformes qui ont impacté le droit des ASBL. Il s'agit de la réforme du droit de l'insolvabilité, la réforme du droit des entreprises et puis la réforme du droit des sociétés et des associations qui fait l'objet de notre présentation. Alors, pour que vous puissiez comprendre les impacts pratiques de ces réformes, je vous ai préparé une ligne du temps qui met en évidence les principaux changements qui ont une conséquence pour les associations, dont les clubs de hockey. Alors, premièrement, à partir depuis le 1er mai 2018, les ASBL, dont les clubs de hockey, pourront être déclarés ou même faire aveu de faillite. Au 1er novembre 2018, les clubs de hockey sont devenus de véritables entreprises au même titre que les sociétés commerciales et à ce titre doivent dorénavant, en cas de litige, saisir le tribunal de l'entreprise et plus le tribunal de première instance, comme c'était le cas sous l'Ancien Régime. L'entrée en vigueur du CSA au 1er mai 2019 apporte toute une série de changements dans le cadre de l'organisation interne des ASBL et donc des clubs de hockey existants. Il faut savoir que ce code, communément appelé le CSA, n'est pas immédiatement applicable aux ASBL existantes. Ces ASBL ont la possibilité, entre le 1er mai 2019 et le 1er janvier 2020, d'appliquer volontairement les dispositions du CSA. On appelle ça faire un opt-in. Alors, pour faire un opt-in, les ASBL existantes devront convoquer une assemblée générale ayant pour ordre du jour l'application des dispositions du CSA et la modification des statuts en vue de leur mise en conformité avec ce nouveau code.
Si les sociétés, si les associations existantes ne souhaitent pas faire l'opt-in, eh bien, les dispositions impératives du code deviendront applicables dès le 1er janvier 2020. Ces ASBL auront alors jusqu'au 1er janvier 2024 pour mettre leur statut en conformité avec le CSA. Donc, ceci clôture l'introduction des réformes et de la transformation des ASBL. J'en viens à présent au plan de mon exposé. Donc, vous voyez que mon exposé, ma présentation sera divisée en 4 parties. Les 3 premiers points sont relatifs au CSA et à ses conséquences pour vos ASBL. Et le dernier point est relatif à une obligation particulière qui a été imposée par la loi anti-blanchiment de 2017. J'y reviendrai donc à la fin de ma présentation. Alors, je commence avec ma première partie qui est la nouvelle définition de l'ASBL. En effet, le CSA donc consacre une nouvelle définition de l'ASBL. Il me semble important de l'aborder avec vous parce que cette nouvelle définition va vous permettre d'identifier ce qu'il vous est désormais possible et interdit de faire au sein de votre club. Donc, l'association, comme le club de hockey, aura dorénavant 4 caractéristiques principales. La première caractéristique, c'est que dorénavant, une association pourra être composée de 2 membres. On passe donc de 3 membres sous l'ancien régime à 2 membres sous le nouveau code. La deuxième caractéristique, c'est l'interdiction de distribuer directement ou indirectement tout avantage patrimonial. Il s'agit là de la seule distinction entre les sociétés et les associations. Cette interdiction, en fait, elle vise à prohiber tout enrichissement direct ou indirect des membres, des fondateurs, des dirigeants et même des tiers. Qu'est-ce qu'on entend par enrichissement direct? Eh bien, il s'agit là de la distribution de dividendes qui est véritablement l'objectif lorsqu'on crée une société. La société a pour objectif donc de distribuer un dividende à ses membres, à ses actionnaires, pardon. Eh bien, là ici, dans le cadre d'une association, c'est tout à fait l'opposé. Une association ne peut pas distribuer des dividendes à ses membres, ça coule de l'essence même de l'association sans but lucratif. Par enrichissement indirect, on entend toute opération qui a pour conséquence de diminuer les actifs ou d'augmenter les passifs sans contrepartie suffisante. Alors là, on arrive déjà dans une définition un peu moins claire. Il faudra en fait, pour la SBL, lorsqu'elle conclut des transactions, toujours avoir égard aux conditions du marché. Donc la SBL, lorsqu'elle conclura des transactions avec même des tiers, elle devra toujours se demander si cette transaction répond aux conditions du marché. Pourquoi? Parce que dans l'hypothèse où la transaction ne répond manifestement pas aux conditions du marché, eh bien, cette transaction ou cette opération pourra être sanctionnée par la nullité de l'opération ou le cas échéant de la transaction. Donc, pour vous donner un exemple, si une ASBL conclut un contrat de bail pour un loyer manifestement excessif, eh bien, cette transaction sera considérée comme étant une distribution indirecte et sera donc considérée comme étant invalide sous le nouveau code. Alors évidemment, cette interdiction, elle doit être nuancée parce qu'elle ne peut pas empêcher l'ASBL de réaliser son but ni son objet. Et donc, le législateur admet que l'ASBL puisse rendre des services à titre gratuit ou à moindre coût, pour autant que ces services et ces avantages se situent dans le cadre de la réalisation normale du but et de l'objet de l'ASBL. Cette exception, cette réalisation normale du but et de l'objet, eh bien, elle ne permet pas véritablement de comprendre ce qui peut et ce qui ne peut pas être franchi. On comprend qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas très bien savoir où elle se situe. Donc, concrètement, il faudra attendre que les cours et tribunaux se prononcent sur certains transferts et qu'elles se prononcent pour savoir si ces transferts répondent aux conditions de réalisation normale du but et de l'objet de l'ASBL.
Pour vous donner des exemples un peu plus parlants, je peux déjà vous indiquer que votre club de hockey pourra bien évidemment mettre à la disposition de ses membres ou de ses joueurs ses installations sportives à titre gratuit ou à moindre coût. Mais par exemple, ne rentrera pas dans le cadre d'une réalisation normale du but et de l'objet de la SBL, eh bien, le fait pour la SBL de mettre à la disposition d'un membre ou d'un administrateur un logement résidentiel à titre gratuit, par exemple. Ça, selon moi, ce serait constitutif d'une distribution indirecte qui est prohibée par le nouveau code des sociétés et des associations. Donc, j'en reviens à mes caractéristiques. J'étais à la deuxième caractéristique, je passe à la troisième caractéristique. L'association devra poursuivre un but désintéressé. Jusque-là, pas de changement, vous le savez tous. En principe, dans votre club de hockey, le but désintéressé devrait être le développement, voire la promotion de la pratique du hockey. Mais le code innove en ce qu'il exige des ASBL qu'elles définissent les activités qu'elles vont réaliser en vue d'atteindre ce but désintéressé. Donc concrètement, dans le cadre de vos clubs de hockey, les activités qui devront être identifiées, ce sont par exemple les activités telles que la participation aux compétitions organisées par la fédération, l'organisation de stages ou d'entraînement de hockey. Alors, vous devrez donc définir l'objet de l'association. Vous devrez donc lister de manière précise les activités qui seront exercées. Il faudra être attentif à définir cet objet de manière assez large pour ne pas être limité dans le cadre de la réalisation du but poursuivi. Alors, j'en arrive à ma quatrième caractéristique et pas des moindres. Il s'agit de la nouveauté au niveau la nouveauté qui est prévue par le nouveau code. Il s'agit de l'exercice d'activité économique. Donc, vous le savez, au jour d'aujourd'hui, si vous êtes toujours soumis à l'ancienne législation, eh bien, il est toujours très difficile pour une ASBL de savoir quand elle peut ou ne peut pas exercer des activités économiques. Eh bien, ces réserves, elles sont complètement supprimées dans le nouveau code. Dorénavant, une ASBL pourra exercer des activités économiques sans aucune restriction, ce qui permettra à votre club, par exemple, de gérer lui-même son propre clubhouse, d'exploiter une salle de réception, de créer des événements durant les week-ends, par exemple. Et ces activités peuvent être lucratives. Donc, vous pouvez générer un profit de vos activités. Ce profit, la seule exigence, c'est qu'il soit réaffecté au but désintéressé et donc ici la promotion du sport du hockey. Je vais te couper un instant, China, parce que c'est quand même une réforme importante ce point-là, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de clubs organisent des activités qui sont lucratives, mais aujourd'hui, maintenant, avec cette réforme, on met vraiment une loi qui autorise cette pratique-là et donc on peut vraiment organiser tout type d'activité avec du bénéfice, mais ce bénéfice, donc, du coup, comme China le dit, doit être réintégré pour le bien de l'activité du club. J'ai néanmoins un petit caveat à faire, c'est que pour exercer ces activités économiques, le nouveau code exige que les ASBL modifient leur objet social. Et donc, tant que votre ASBL n'a pas modifié son objet social, elle restera soumise aux limites de l'ancienne législation, ce qui signifie qu'elle ne pourra exercer des activités commerciales économiques que si ces activités sont accessoires et nécessaires à la réalisation de son but. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé. Je vais de nouveau te couper. Donc, voilà, on vient à la fin de la première partie. N'hésitez pas à poser donc vos questions au fur et à mesure via l'onglet questions. Et du coup, après, on fera un peu un tour des questions. Je vais un peu regarder maintenant pour l'instant des questions qui ont déjà été posées, entre autres par Edwin Van Put. Devrons-nous alors séparer les bénéfices récoltés lors d'un stage des autres activités? Entre parenthèses, si des organisateurs sont payés pour ces stages. Je vois pas bien la raison pour laquelle il faudrait séparer les bénéfices récoltés à partir
la seule exigence, attendez, hein, je regarde un peu votre question, je le relis. Si je comprends bien, donc d'un côté, vous organisez des stages qui sont qui sont quelque part rémunérés. Enfin, vous êtes donc, j'imagine que des organisateurs sont rémunérés. Ici, la question, je pense, c'est un stage rentre dans les activités organisées par le club qui peuvent être lucratives. Et donc, pour chaque activité, pour chaque bénéfice récolté par activité, que ce soit un stage, mais ou bien un barbecue de club, un événement, le bal de fin d'année ou un tournoi, pour tout type d'activité qui génère un bénéfice, ce bénéfice pourra être utilisé pour le fonctionnement quotidien de la SBL, mais donc, bien sûr, après modification de l'objet social. Oui, tout à fait. Simplement parce que dans la deuxième phrase, il est indiqué si des administrateurs sont payés pour ces stages, donc des organisateurs. Bon, les organisateurs, comme je vous l'ai dit, ils peuvent être payés pour les stages. Maintenant, il faudra toujours avoir égard à cette fameuse distribution indirecte et donc il faudra les payer au regard des conditions de marché. Vous ne pouvez pas, par exemple, payer les organisateurs pour la prestation de ces stages à concurrence de, je ne sais pas, par exemple, 1 000 € le mois. Ça me paraît être un peu excessif. Ouais, il faut rester gestionnaire en bon père de famille de la SBL. Voilà. Il y a aussi une autre question de Véronique qui demande est-ce que vous avez un exemple de modification à faire? Donc, je pense que c'est par rapport à la modification de l'objet social. De l'objet. Donc, comme je vous l'ai dit, en principe, vos statuts devront reprendre une description précise des activités que l'ASBL va réaliser. Donc, à cet égard-là, il me semble important de modifier votre objet pour y intégrer les activités. L'autre chose, c'est que souvent, maintenant, les ASBL, puisqu'elles n'avaient pas la possibilité d'exercer des activités commerciales, ils tout le temps fait référence à cette loi de 1921 en disant que l'objet est dans tous les cas conforme à cette ancienne législation. Eh bien, vos statuts devront être modifiés pour, en fait, lifter l'ensemble de ces références à l'ancienne législation. Voilà. Merci. On va passer à la deuxième partie de la présentation. Voilà. Alors, donc, dans cette deuxième partie de mon exposé, j'ai voulu mettre en évidence les ajustements auxquels vous devez être attentif pour ne pas contrevenir aux nouvelles dispositions du CSA. Donc, concrètement, je vais ici parler des mentions qui doivent être reprises dans les statuts et dans vos autres documents pour être conformes au nouveau code des sociétés et des associations. Et par la suite, j'aurai un regard particulier sur les adaptations qui sont prévues par le code et qui ont un impact sur l'organisation quotidienne de votre ASBL. Alors, les nouvelles mentions à reprendre dans les statuts. Bien, donc, je vous rappelle, donc vous avez jusqu'au 1er janvier 2024 pour mettre vos statuts en conformité avec le CSA. Alors, quelles sont les mentions à reprendre dans vos statuts? Alors, on en revient à la question qui m'avait été posée. Eh bien, il faudra, dans vos statuts, lister de manière précise les activités qui vont être réalisées par votre ASBL. Les statuts ne devront plus reprendre l'adresse du siège social de l'ASBL. Il suffira simplement de mentionner la région dans laquelle votre ASBL est établie. Donc, il s'agit soit de la région flamande, de la région wallonne ou encore de la région de Bruxelles-Capitale, mais donc plus de mention, plus de référence à l'adresse du siège social. Vos statuts pourront également être revus au regard des modifications qui sont liées au nombre minimum de membres et d'administrateurs. Donc, je vous avais déjà dit dans le cadre de ma première partie que maintenant, une association pourra être valablement composée de 2 membres, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisqu'il fallait absolument un nombre minimum de 3 membres qui composent l'association. Eh bien, vos statuts pourront donc être adaptés en raison de cette nouvelle adaptation législative. Maintenant, il n'y a pas d'obligation de le faire parce que vos statuts peuvent évidemment prévoir un seuil plus élevé que le nombre minimum légal. Au niveau de l'organe d'administration,
Alors ici, il n'y a pas énormément de changements. Le seul changement qui me semble important et pour lequel vous souhaiterez certainement vouloir modifier vos statuts, c'est que dorénavant, l'exigence selon laquelle le nombre d'administrateurs est inférieur doit être inférieur au nombre de membres, eh bien, elle disparaît. Donc, dorénavant, vous pourrez tout à fait avoir une association composée de 2 membres, mais de 5 administrateurs. Donc, ça devra être une mention qui devra être adaptée dans vos statuts. Alors, une autre mention qui devra être adaptée dans vos statuts, c'est le délai de convocation. Le délai de convocation passe de 8 jours à 15 jours. Donc, si vos statuts mentionnent que les membres doivent être convoqués dans un délai de 8 jours, eh bien, cette mention devra être adaptée au regard du nouveau délai. Si on parle bien de la convocation de l'AG. À l'AG, oui, tout à fait. La 5e mention à intégrer dans vos statuts, alors celle-là, elle n'a d'intérêt que si vos clubs ont créé une 2e catégorie de membres, souvent appelés membres adhérents ou membres affiliés. Eh bien, il faut savoir que le Code des sociétés et des associations exige que ces droits et obligations, que les droits et les obligations de ces membres, eh bien, soient repris dans les statuts. Donc, si il arrive souvent dans les associations que ces droits et obligations soient repris dans d'autres documents, comme le règlement d'ordre intérieur, eh bien, ça ne pourra plus être le cas avec l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations. Ces droits et obligations devront être exclusivement repris dans les statuts. Ici, je vais préciser ce point parce que dans les SBL, il y a 2 types de membres, les membres effectifs et les membres adhérents. Les membres effectifs, c'est ceux qui ont le droit de vote durant les AG, et les membres adhérents sont ceux qui peuvent se rendre à l'AG et qui n'ont pas le droit de vote. Et donc, vous êtes libre dans vos statuts de définir ce que c'est un membre effectif. Maintenant, ça peut être un membre qui est en ordre de cotisation, un membre qui est actif au sein du club depuis 5 ans, c'est à vous de décider. Mais maintenant, il faudra donc, si je comprends bien définir aussi ce que c'est un membre adhérent et ses droits et ses obligations au sein de l'SBL. Donc, effectivement, vous avez en principe, il n'existe que des membres effectifs et ces membres effectifs sont les seuls membres à avoir en principe un droit de vote lors de l'Assemblée générale. Maintenant, il est possible de créer une 2e catégorie, comme Christophe l'a dit, les membres adhérents ou les membres affiliés. Et ces membres n'auront que les droits et les obligations qui leur sont reconnus. Et donc, en principe, avec le CSA, ces droits et les obligations ne seront reconnus que s'ils sont intégrés dans les statuts. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'effectivement, en principe, on accorde très rarement un droit de vote aux membres adhérents, mais il est tout à fait possible que les statuts décident de leur accorder un droit de vote. C'est vraiment la liberté statutaire qui régit les droits et les obligations des membres adhérents. Non. Mais voilà, maintenant, il faudrait bien définir la différence entre les 2 types de membres. Alors, la dernière mention que vous pouvez faire dans vos statuts, et il s'agit là ici d'une mention facultative, vous pourrez indiquer une adresse électronique ou le site internet de votre club de hockey. Alors, l'intérêt d'indiquer une adresse électronique, eh bien, c'est de permettre en fait à l'association ou au club de hockey, dans ce cas-ci, de communiquer avec ses membres et ses administrateurs par voie électronique. Alors, il s'agit d'une possibilité tant pour la SBL que pour les membres et les administrateurs qui pourront décider, même si la SBL a une adresse électronique, de préférer la communication par courrier postal. Alors, outre les statuts, il y a d'autres mentions obligatoires à faire dans les documents de vos clubs de hockey. J'entends par là les factures, les lettres, les correspondances, même le site internet et tout autre document. Alors, ces mentions obligatoires, eh bien, ce sont la dénomination de votre club et la forme légale, donc ici, la SBL. C'est le siège, donc l'adresse précise du siège social, le numéro d'entreprise qui est lié à votre club, le RPM, il s'agit là du registre personne morale et de l'arrondissement dans lequel le siège est établi, Bruxelles, Nivelles, et j'en passe. Le numéro de compte bancaire, donc souvent ça on l'oublie, mais c'est une exigence qui est introduite dans le Code de droit économique. Et donc chaque document devrait en principe reprendre le numéro de compte bancaire de votre club de hockey.
l'adresse électronique ou le site internet si l'ASBL ou le club de hockey a une adresse électronique ou un site internet. Alors, j'en arrive ici aux ajustements à effectuer donc, dans la vie quotidienne. J'entends par là l'organisation interne de votre club de hockey. Je vais couper un instant et faire un point des questions. Alors, ici, nous avons Kevin qui demande: la région aura-t-elle une influence sur le droit et les obligations de l'ASBL? Alors, d'un point de vue purement droit des ASBL, là, je ne parle pas du droit du sport parce que je suppose que c'est régi d'une autre façon, mais d'un point de vue purement du droit des ASBL, eh bien, il n'y a pas particulièrement de droits et des obligations qui sont définis par les régions. La simple obligation à laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est l'obligation de la langue, parce que effectivement, si vous êtes dans une région, la région flamande, eh bien, votre ASBL aura l'obligation de tenir ses statuts et la plupart de ses documents associatifs en néerlandais. En revanche, ce sera la langue française qui devra être prônée dans le cadre de la région wallonne. Et vous le savez bien, dans la région bilingue, et bien là, vous avez le choix entre la langue néerlandais ou le français. Donc, je vais préciser aussi, c'est bien une mesure fédérale, donc c'est le droit des ASBL est commun en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Comme tu le disais, le droit du sport de manière comme on l'entend dans l'activité sportive, ça c'est communautarisé, donc c'est les régions, c'est les communautés qui gèrent le sport en communauté Wallonie-Bruxelles et en Flandre. Et donc ici on parle bien de l'aspect juridique de la gestion d'une ASBL, et ça c'est une mesure fédérale, donc comme une ou deux régions, ou trois régions. On a Guillaume Noël qui demande: dans le cas d'un club satellite, est-ce que les membres du club sont-ils des membres d'un club mère ou d'un membre de l'ASBL? Je vais préciser, donc un club satellite, c'est un club qui est associé à un autre club. Ici, Guillaume Noël est du Langeveld, et le Langeveld est un club satellite du Léopold. Donc, le Léopold est une ASBL, et le Langeveld n'est pas encore une ASBL, mais va devenir une ASBL. Mais donc, la question de Guillaume, aujourd'hui, je pense que structurellement, vous faites partie du Léo. Il faut voir en fait dans les statuts du Léo ce qui est dit par rapport à ces clubs satellites. Mais donc, vous êtes pour l'instant soumis au statut du Léo. Mais si, bien sûr, maintenant vous vous constituez plus tard en ASBL, eh bien, ce sera vos statuts qui seront en priorité par rapport au Léo. Voilà, là, malheureusement, je ne peux pas vous répondre plus que ce que Christophe vient de faire, parce que je crois que c'est une question un peu trop concrète, et il nous faut peut-être un peu plus d'éléments pour pouvoir vous répondre, de sorte les statuts de la ASBL dont vous faites référence, et puis la façon dont un club satellite est organisé. Je suppose que vous avez une certaine documentation. Donc voilà, si vous voulez, on peut évidemment approfondir la question, mais alors il faudra nous communiquer votre adresse email. Mais ici, on est dans un cas particulier, donc je propose qu'on ne s'attarde pas là-dessus, mais Guillaume, de toute façon, on va vous accompagner dans vos futures démarches administratives, donc on vous aidera à ce moment-là. Je laisse Chine continuer. Donc ici, j'avais envie d'attirer votre attention sur les adaptations qui sont prévues dans le Code des sociétés et des associations, et qui auront un impact dans l'organisation interne de vos ASBL. Alors, au niveau de l'Assemblée générale, eh bien, sachez que le Code des sociétés et des associations a aménagé l'exclusion d'un membre. Donc, l'exclusion reste de la compétence de l'Assemblée générale, mais l'Assemblée générale devra dorénavant être composée d'au moins 2/3 de ses membres pour pouvoir délibérer sur le point de l'exclusion. Et la décision devra être prise à la majorité des 2/3 des voix, sans qu'il soit tenu compte des abstentions. Donc, concrètement, un membre devra voter soit pour, soit contre l'exclusion, parce que s'il s'abstient de voter, eh bien, son abstention ne sera pas prise en compte.
Alors, l'autre nouveauté, et elle n'est pas des moindres, c'est que dorénavant, le membre exclu aura le droit d'être entendu. Donc, il faudra faire attention lorsque vous convoquerez une assemblée générale avec comme point à l'ordre du jour l'exclusion d'un membre. Sous l'Ancien Régime, vous aviez la possibilité de convoquer l'Assemblée générale sans vouloir entendre ce membre. Eh bien, ici, ça ne sera plus le cas. Pour respecter le nouveau Code des sociétés et des associations, vous aurez l'obligation d'entendre ce que ce membre potentiellement exclu aura à dire pour sa défense. Alors, le CSA tranche avec des controverses qui existaient au niveau du calcul des majorités. Dorénavant, les abstentions et les votes nuls seront neutralisés, donc ils ne seront pas pris en compte lors ni au numérateur, c'est-à-dire lors du calcul du nombre de votes pour la décision, ni au dénominateur, c'est-à-dire dans le cadre du calcul du nombre total de voix émises. Donc, si vous voulez un exemple, eh bien, je peux reprendre l'exemple de l'exclusion où, effectivement, ici, comme je vous l'avais dit, il faut qu'il vote soit pour, soit contre, parce que s'il ne vote pas, eh bien, son abstention, donc sa voix ne sera pas prise en compte. Alors, je l'ai déjà dit, mais donc le délai de convocation d'assemblée générale a été prolongé. Il passe de 8 à 15 jours. Il faudra donc faire attention lorsque vous convoquez une assemblée générale de bien respecter ce délai de 15 jours, auquel cas, à défaut de quoi, l'assemblée ne sera pas valablement convoquée. Cette convocation, elle devra non seulement être adressée aux membres, mais également aux administrateurs et aux commissaires qui maintenant auront l'obligation d'être convoqués. Alors, il faut savoir que ces administrateurs auront également l'obligation de répondre aux questions des membres. Ces questions pourront être posées oralement par écrit et avant ou pendant l'Assemblée générale. Au niveau de l'organe d'administration, alors le Code prévoit quelques aménagements qui ont pour objectif d'harmoniser en fait les dispositions prévues pour les sociétés et les dispositions qui étaient prévues par l'ancienne loi applicable aux associations et qui était parfois lacunaire. Donc, dorénavant, l'organe d'administration pourra coopter un administrateur qui serait, le cas échéant, révoqué en cours de mandat ou qui aurait décidé de démissionner ou même qui serait entre-temps décédé. Ce n'était pas possible avant, sauf si c'était prévu dans les statuts. Maintenant, le Code le prévoit expressément. Donc, les autres administrateurs, en cas de vacance d'un poste, eh bien, ils pourront désigner un nouvel administrateur pour pourvoir à ce poste. Et cette personne occupera ce poste jusqu'à la prochaine Assemblée générale qui aura pour objectif de confirmer, soit de désigner un nouvel administrateur. Le deuxième aménagement qui est proposé par le Code des sociétés et des associations, c'est la représentation des administrateurs. Alors, à l'époque, sous l'ancienne loi, les administrateurs devaient être physiquement présents lors des réunions et s'ils n'étaient pas présents, eh bien, ils étaient considérés comme absents. Et bien, avec le nouveau Code des sociétés et des associations, un administrateur qui ne peut pas être présent physiquement pourra toujours être représenté lors de la réunion de l'organe d'administration et sera représenté par un autre administrateur. Les administrateurs pourront également faire élection de domicile au siège de l'association. Alors, ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, vos adresses privées, elles sont publiées dans le Moniteur belge. Avec cette élection de domicile, vous aurez la possibilité de ne pas devoir publier votre domicile privé. Et ça a pour conséquence, bien évidemment, que si un fournisseur, par exemple, ou si un tiers qui voudrait mettre en cause votre responsabilité devait vous adresser, le cas échéant, une citation ou une mise en demeure, eh bien, ils l'adresseront non pas à votre domicile privé, mais bien au siège de l'association. Le nouveau Code des sociétés et des associations permet de ne plus devoir tenir des réunions physiquement. On pourra dorénavant
tenir des délibérations et des décisions écrites, pour autant que l'ensemble des administrateurs donc s'accordent sur ce point. Le cinquième aménagement qui est prévu dans le cadre de l'organe d'administration, c'est que l'administrateur, personne morale, aura l'obligation de nommer un représentant permanent qui sera la personne de référence pour l'ensemble de la mission qui a été confiée à la personne morale. Alors, ce représentant permanent doit être une personne physique et ne peut pas siéger dans une autre qualité au sein de ce même organe. Donc, j'entends par là que l'administrateur personne physique ne pourra pas être administrateur personne physique du même organe et ne pourra pas représenter au sein de ce même organe une autre personne morale administrateur. Alors, j'en viens au dernier aménagement prévu dans le cadre de l'organe d'administration, et ce n'est pas des moindres, il s'agit d'une procédure de conflit d'intérêts. Sous l'ancien régime, il n'y avait aucune procédure qui était prévue dans le cadre d'un conflit d'intérêts, ce qui pouvait poser des fois des problèmes parce que un conflit d'intérêts, c'est une situation dans laquelle un administrateur peut avoir un intérêt personnel qui s'oppose à l'intérêt de l'association qu'il représente pourtant. Je vous donne un cas concret. Si un des administrateurs du club détient par exemple une agence publicitaire et que l'ASBL souhaite faire appel à cet administrateur pour développer une activité de produits dérivés, par exemple, avec l'insigne du club de hockey, eh bien, lors de la délibération du conseil d'administration, l'administrateur avait la possibilité d'être présent et d'essayer de prôner des conditions potentiellement de prix qui lui étaient plus avantageuses. Alors, on le sent bien ici, il y a vraiment une opposition qui est faite entre son intérêt personnel et l'intérêt de l'association, pour laquelle il sera préférable d'avoir un prix beaucoup plus modique que celui que souhaiterait obtenir cet administrateur. Eh bien, sous le nouveau code des sociétés et des associations, cet administrateur aura l'obligation d'informer lors de la délibération les autres administrateurs de son conflit d'intérêts et il ne pourra pas prendre part aux délibérations ni au vote. Dans le cas où une majorité des administrateurs ont un conflit d'intérêts, cette décision ou cette opération, elle devra être soumise à l'approbation de l'Assemblée générale avant d'être exécutée. Alors, j'attire vraiment votre attention sur cette nouvelle procédure parce qu'il arrive fréquemment dans le cadre de la vie d'une association de tomber, d'être confronté à des conflits d'intérêts qu'on ne perçoit pas directement. Il pourrait s'agir par exemple de souscrire à un contrat avec un fournisseur dans lequel l'administrateur a un intérêt personnel à choisir ce fournisseur et pas un autre. Et bien ça constitue également aussi un conflit d'intérêt pour lequel cette procédure devra être appliquée. Alors, j'en viens au dernier point qui est la situation financière de l'ASBL. Alors ici, il n'y a pas énormément de changements. Les obligations comptables restent les mêmes. J'ai quand même relevé trois aménagements dont je voulais vous parler. La première, c'est les catégories d'ASBL. Donc là où l'ancienne loi distinguait les petites ASBL des grandes et des très grandes ASBL, dorénavant, le Code des sociétés et des associations distingue les micros, les petites et les grandes ASBL. Alors, en principe, seules les grandes ASBL doivent publier leur compte annuel, mais il faut savoir que cette obligation va certainement s'étendre aux petites ASBL aussi. Il y a eu une proposition de loi qui a été introduite en février 2019 en ce sens et qui va certainement être sous peu adoptée. Alors, le deuxième aménagement, c'est que dorénavant, le Code prévoit que les comptes annuels et pour l'exercice clôturé et le budget de l'exercice en cours devront être approuvés lors de l'Assemblée générale ordinaire. Cette Assemblée générale ordinaire devra être tenue dans les 6 mois de la clôture de l'exercice précédent. Si votre exercice donc, se clôture le 31 décembre de l'année précédente, eh bien, l'AGO devra être tenue au plus tard le 30 janvier de l'année qui suit.
Alors, le rapport de gestion fait également son apparition dans le cadre des ASBL. Il était déjà existant pour les sociétés, mais pas pour les ASBL. Le code prévoit que l'organe d'administration doit établir et adopter un rapport de gestion dans lequel les administrateurs vont devoir rendre des comptes aux membres de leur gestion de l'ASBL. Alors, ce rapport de gestion, il n'est légalement requis que pour les grandes ASBL, mais on vous conseille vivement de l'adopter également, même si vous êtes une petite ASBL. Pourquoi? Eh bien, parce que de manière générale, les administrateurs ont une obligation d'information à l'égard des membres et qu'il nous paraît donc logique qu'à un moment donné, ces administrateurs eh bien, justifient de leur gestion. Et quoi de mieux que de le faire dans un rapport qui serait soumis en même temps que les comptes annuels de l'exercice précédent. Alors, j'en arrive à la troisième partie de mon exposé. Je vais juste faire un tour des questions pour la deuxième partie. Alors, il y a Alto qui demande membres, lesquels? C'est à 19h41. Est-ce que Alto, tu peux préciser ta question? En attendant, je propose qu'on continue. D'accord. Alors, j'en arrive à la troisième partie de l'exposé. Donc là, je vais vous parler des changements que le CSA consacre à la responsabilité des administrateurs. Alors, on a beaucoup parlé des changements de la responsabilité des administrateurs dans les articles de journaux, sur Internet. J'ai vu. Il faut savoir qu'il n'y a pas de grandes innovations au niveau des règles générales applicables à la responsabilité. J'entends par là qu'il faudra toujours démontrer l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Maintenant, il est vrai que le CSA consacre des changements qui sont tantôt mineurs et tantôt significatifs. Et donc, c'est ces changements-là que je vais aborder avec vous dans le cadre de cette troisième partie. Alors, le premier changement, c'est le régime de la responsabilité. Dans la loi de 1921, il n'y avait aucune disposition spécifique qui avait été prise dans le cadre de la responsabilité des administrateurs. Il fallait donc s'en référer au droit commun. Avec l'adoption du CSA, il existe une seule disposition spécifique qui règle la responsabilité des administrateurs et donc cette disposition spécifique s'applique à toutes les personnes morales. Ce qui signifie que les administrateurs d'ASBL et les administrateurs de sociétés, eh bien, ils sont logés à la même enseigne en termes de responsabilité. Alors, quelles sont les personnes visées par cet article? Alors, sans surprise, les administrateurs, qu'ils soient actuels ou anciens, qu'ils soient ou non rémunérés, eh bien, peuvent être visés par la responsabilité des administrateurs s'ils ont, au cours de leur mandat, commis une faute. La loi de 1921 n'était pas très claire quant à la responsabilité de l'administrateur de fait, c'est-à-dire un administrateur qui n'a pas été nommé par les membres, mais qui agit en tant que tel vis-à-vis des tiers et qui engage l'association, ni envers la responsabilité d'une personne morale administratrice et ou de son mandataire. Eh bien, aujourd'hui, avec le CSA, il est fait lumière sur leur responsabilité. Ils engagent tous, donc aussi bien la personne morale administratrice, son représentant permanent que l'administrateur de fait, ils engagent tous leur responsabilité et pour toute responsabilité, tant envers l'association qu'envers les tiers. Alors ici, il s'agit pour moi du changement le plus significatif de la responsabilité. On passe d'une responsabilité qui était en principe individuelle à une responsabilité qui devient sous le CSA une responsabilité solidaire. Alors, il est très important que vous compreniez ce que ça recouvre parce que ça a un impact vraiment important dans le chef des administrateurs. Et je vais vous l'illustrer par un exemple.
Donc, prenons la situation où un des administrateurs, en dehors de toute délibération du conseil, décide de conclure un contrat de sponsoring et qui, ce faisant, viole une clause d'exclusivité, par exemple, qui avait été conclue avec un premier sponsor. Eh bien, sous l'Ancien Régime, cet administrateur était tenu de sa faute, parce que chaque administrateur était tenu personnellement des fautes qu'il commettait. Sous le nouveau code des sociétés et des associations, eh bien, cette responsabilité devient solidaire, ce qui signifie que tant cet administrateur qui a commis une faute que les autres administrateurs de l'ASBL, eh bien, seront tenus à indemniser l'association pour le manquement qu'elle subira du fait de la résiliation, par exemple, du premier contrat de sponsoring. Alors, évidemment, les administrateurs qui n'ont pas commis de faute pourront se retourner contre l'administrateur fautif pour réclamer leur indemnisation, mais il n'empêche que dans un premier temps, ils pourront très bien être tenus responsables envers l'ASBL ou envers les tiers de l'indemnisation du dommage que ceux-ci subissent. Alors, il y a une possibilité de s'exempter de cette responsabilité solidaire. L'administrateur devra prouver qu'il n'a pas participé à la faute et qu'il a dénoncé cette faute à ses collègues, donc aux autres administrateurs. Alors, on serait trop vous recommander que de vous munir de preuves comme quoi vous avez bien dénoncé cette faute aux autres administrateurs. Et donc, il faudrait que cette dénonciation, de même que les discussions autour de cette faute, soient reprises dans le procès-verbal de l'organe d'administration. Pour contrebalancer ce principe de responsabilité solidaire, le Code des sociétés et des associations a opéré un revirement de principe. On partait à la base d'une responsabilité illimitée des administrateurs. Eh bien, sous le Code des sociétés et des associations, cette responsabilité devient limitée. Et elle est limitée par rapport à un plafond légal qui va dépendre de la taille de la personne morale. Alors, ce plafond, il s'applique tant à la personne morale qu'envers les tiers. Lorsque ce plafond avait été introduit dans la réforme du droit des sociétés et des associations, on avait trouvé ça très révolutionnaire et très plaisant parce que ça permettait aux administrateurs de quelque part récupérer une certaine sécurité juridique qu'ils avaient potentiellement perdue avec la solidarité de la responsabilité. Eh bien, au cours de toutes les discussions parlementaires, il faut savoir que ce plafonnement a été, que l'intérêt de ce plafonnement a été considérablement réduit. Alors, il a été réduit pour deux raisons. La première, c'est parce que les plafonds qui sont instaurés, eh bien, sont très élevés, notamment dans le cadre d'ASBL. Le premier plafond qu'on rencontre, c'est le plafond de 125 000 € et ça peut monter jusqu'à 12 millions d'euros. Donc jusque-là, voilà, c'est bien d'avoir une responsabilité plafonnée, mais bon, quand les plafonds sont aussi élevés, on peut légitimement se poser la question de leur utilité. L'autre raison pour laquelle ce plafond a perdu de son intérêt, eh bien, c'est parce que le principe souffre d'importantes exceptions. Je vous les ai d'ailleurs listées dans mon slide numéro 20. Ces exceptions sont tellement larges que finalement le principe devient carrément une exception. C'est-à-dire que ne sera couvert par la responsabilité limitée que les fautes qui sont mineures, légères, accidentelles ou occasionnelles. Alors pour l'instant, ces notions restent très vagues. On ne peut pas vraiment identifier quelles seront les fautes qui seront considérées comme des fautes mineures et occasionnelles. Mais je pense, sans prendre trop de risques, vous donner l'exemple de, par exemple, l'absence d'un renouvellement d'abonnement téléphonique. Il s'agit selon moi là vraiment d'une erreur mineure qui peut arriver à, entre guillemets, n'importe qui et notamment à des administrateurs d'ASBL.
Eh bien, donc, vous le sentez déjà, ces erreurs, elles donnent en pratique très rarement lieu à une responsabilité effective et pour la simple et bonne raison qu'on peut véritablement douter que l'ASBL ou même un tiers subirait vraiment un dommage significatif de cette faute. Et donc, outre cette faute mineure et accidentelle ou occasionnelle, eh bien, les autres fautes, elles restent soumises à une responsabilité illimitée. Donc, pour conclure, s'il y a une seule chose que vous devez retenir des changements qui ont été apportés à la responsabilité des administrateurs, eh bien, c'est bien l'alourdissement de cette responsabilité au vu de ce principe de solidarité entre les administrateurs. Il y a des questions. Toutes les questions, s'il y en a. Membres effectifs ou adhérents, tous les membres payant une cotisation. Relatif à l'exclusion. Alors, en principe, l'exclusion n'a trait qu'aux membres effectifs. Maintenant, ça dépend toujours de vos statuts. Si les statuts prévoient une procédure spécifique pour exclure un membre adhérent, eh bien, il faudra effectivement respecter cette procédure, mais le Code des sociétés et des associations, lui, ne régit véritablement que les membres effectifs. Alors, j'en viens maintenant à la question certainement qui doit vous brûler les lèvres et qui doit être j'ai bien compris que ma responsabilité en tant qu'administrateur, elle est aggravée. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire ou en tant qu'association, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger nos administrateurs? Alors, malheureusement, ici, je n'ai pas non plus de très bonnes nouvelles à vous annoncer parce que le législateur eh bien, a interdit de limiter davantage la responsabilité des administrateurs. Et par cette interdiction, il vise notamment l'interdiction d'exonérer ou de garantir par avance la responsabilité des administrateurs. On avait vu à l'époque, enfin sous l'ancien régime, la possibilité pour les ASBL de par avance considérer qu'ils n'allaient pas agir en responsabilité des administrateurs ou alors de leur garantir que si un tiers allait mettre en cause leur responsabilité, eh bien, ils allaient prendre ça en charge. Dorénavant, cette exonération et cette garantie par avance de la responsabilité des administrateurs ne pourra plus être donnée par l'ASBL. Alors, quelles seraient les mesures de protection? Eh bien, on en revient aux mesures qu'on connaissait déjà. Il s'agit de la décharge des administrateurs. Lors de l'approbation des comptes annuels, les membres ont la possibilité de décharger les administrateurs pour l'exercice du mandat pour l'exercice qui a été clôturé. Cette décharge pourrait permettre de couvrir les administrateurs d'éventuelles fautes qu'ils auraient commises, mais ça nécessite que ces fautes aient été communiquées aux membres et qu'ils votent la décharge en connaissance de cause. Alors, il y a là aussi un caveat à faire, c'est que cette décharge, si elle est octroyée à un administrateur, eh bien, elle ne pourra être invoquée qu'à l'égard de l'ASBL et non vis-à-vis des tiers. Une autre mesure de protection, eh bien, ça pourrait être des clauses d'exonération et des garanties. Donc, comme je vous l'avais vu, je vous avais dit que c'était interdit pour les ASBL, ben, ça reste interdit pour les ASBL, mais les membres ou les ASBL mères de l'ASBL concernée pourraient tout à fait octroyer une exonération par avance ou une garantie par avance de la responsabilité des administrateurs. Alors, la dernière mesure, et selon nous, qui est la mesure qui est le plus conseillée au jour d'aujourd'hui, vu cette responsabilité aggravée, eh bien, c'est la souscription d'une assurance RC administrateur. Alors, pendant longtemps, cette souscription d'assurance, elle n'a pas été vraiment consacrée ou en tout cas admise ou reconnue dans le secteur associatif. Mais bon, vous le voyez avec, à l'issue de ma présentation, les ASBL deviennent de véritables entreprises et en tant qu'entreprise, eh bien, on ne pourrait que leur conseiller de prendre le pli sur leurs voisins des sociétés qui, elles, effectivement, souscrivent des assurances RC administrateurs pour protéger les administrateurs de leurs responsabilités. Je vais juste préciser par rapport à cette assurance, vous pouvez la prendre, cette assurance via le package sur mesure de Belfius. Aujourd'hui, ce n'est pas encore disponible chez Belfius, mais ils développent cette assurance
pour nous, étant donné qu'on est partenaire à Belfius. Certains d'entre vous, certains clubs ont pris cette assurance au niveau chez Arena, et tant que vous ne rompez pas le contrat de cette assurance avec Arena, vous restez assuré via cette assurance Arena. Mais les clubs maintenant qui le souhaitent et qui n'ont pas encore et qui veulent s'assurer, qui veulent assurer leur administrateur par rapport à la faute de gestion, il sera possible dans les semaines qui viennent de prendre cette assurance chez Belfius, et ça, on vous tiendra bien sûr informé. Voilà, alors dans mes slides, j'ai repris des responsabilités particulières. Je vous les ai repris parce que je voulais être complète dans le cadre de ma présentation, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il s'agit principalement de responsabilités qui sont liées à la faillite d'ASBL. Voilà. Donc maintenant. Voilà. C'était juste pour information, mais les slides vous seront bien sûr envoyés après le webinaire, et donc vous aurez toutes ces informations sur votre ordi. Voilà, on va continuer avec la quatrième partie. Je te laisse la parole. Est-ce qu'il y avait des questions ou, Je vais les voir. Quid, alors c'est Alto qui nous demande, quid si fraude découverte après l'exonération donnée par l'AG? Donc l'AG ne donne pas d'exonération, elle donne une décharge, et la décharge, mais même l'exonération, elles ne peuvent jamais couvrir les cas de fraude. Donc cette fraude ne sera pas couverte par une quelconque protection qui lui serait offerte à cet administrateur. Ok. Alors, j'en arrive au registre des UBO. Je vais y aller assez rapidement parce que je comprends qu'on arrive à peu près à l'heure de la fin de cette présentation. Alors, le registre UBO, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un registre qui a été mis en place par les lois anti-blanchiment et par un arrêté d'exécution. En fait, depuis 2017, cette loi a été adoptée et elle impose aux sociétés, aux ASBL, aux fondations de recueillir et de conserver des informations adéquates sur leurs bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les personnes physiques qui exercent dans les faits un contrôle ou qui possèdent l'entité en question. Les administrateurs ont jusqu'au 30 septembre pour transmettre par voie électronique les données de leurs bénéficiaires effectifs au registre BO. Donc, sachez que la date limite pour encoder vos UBO, elle arrive très prochainement, puisque à partir du 30 septembre, vous vous retrouverez en violation de cette exigence. Et les sanctions sont assez lourdes. Bon, elles ne seront certainement pas appliquées directement, mais bon, je ne pourrais que vous recommander d'essayer de vous mettre à jour dans les temps. Alors, dans cette dernière partie de mon exposé, j'ai voulu être un peu plus pragmatique et je me suis axée sur les 5 étapes à accomplir pour se conformer à cette législation UBO. Alors, la première étape, c'est d'identifier le redevable d'information. Alors ici, ça ne posera pas trop de questions, puisque je suppose que si vous êtes présent lors de cette présentation, c'est que vous êtes tous constitués sous forme d'ASBL, de droit belge, qui plus est. Et donc, concrètement, vous êtes des redevables d'information. Vous devez donc, l'ASBL devra donc respecter cette législation et donc enregistrer les informations de ces UBO dans le registre UBO. La deuxième étape, c'est d'identifier ces UBO. Alors, dans le cadre d'une ASBL, il y a 5 catégories d'UBO. Il y a les administrateurs, les personnes qui peuvent représenter l'ASBL, les administrateurs délégués. Il y a la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'ASBL a été constituée. Il s'agit a priori des membres, mais il pourrait s'agir, par exemple, dans l'espèce des joueurs de hockey. Et alors, il y a une catégorie résiduaire qui est toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens un contrôle sur l'ASBL. Alors, toutes ces catégories sont cumulatives, ce qui signifie que à chaque fois que vous devrez encoder, que lorsque vous encoderez les bénéficiaires effectifs de votre association, de votre club de hockey, eh bien, vous devrez indiquer la catégorie qui est afférente à sa personne. Si jamais une personne physique relève de plusieurs catégories, eh bien, il faudra la mentionner en tant que bénéficiaire effectif de plusieurs catégories.
Alors, la troisième étape, c'est de définir qui va pouvoir compléter ce registre UBO. Donc, en principe, il s'agira des administrateurs qui sont inscrits à la BCE et qui disposent d'une carte d'identité électronique. Ces administrateurs ne devront pas procéder à d'autres formalités et pourront, en raison de leur capacité, introduire directement l'ensemble des données relatives aux bénéficiaires effectifs du club de hockey en question. Alors, outre l'administrateur du club de hockey, eh bien, des mandataires externes peuvent aussi être mandatés. Pour pouvoir être mandaté, il faut que ce mandataire dispose d'un numéro d'entreprise et qu'il soit nommé par un des administrateurs inscrits à la BCE. Un mandataire interne, c'est-à-dire un employé, peut aussi avoir le mandat de compléter le registre BO. Il devra aussi être nommé par un administrateur BCE et il y a des formalités à appliquer pour pouvoir désigner cet employé en tant que mandataire. Je vous ai à chaque fois mis les références des sites concernés. La quatrième étape, c'est de rassembler les informations nécessaires. Pour les UBO d'ASBL, il faudra donc fournir les informations que je vous ai listées sur mon slide numéro 32. La cinquième étape, il s'agit de compléter le registre bio. Une fois qu'on a toutes ces informations, il vous suffira de cliquer sur le lien que j'ai mis dans mes slides. Et je vous rappelle encore une fois la date limite du 30 septembre 2019, parce que si vous dépassez cette limite, vous risquerez, en tant qu'administrateur et gérant, de devoir faire face à l'administration et à des sanctions administratives assez lourdes. Alors, il faut savoir que cette obligation, c'est une obligation continue, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un administrateur sera remplacé par le cas échéant, il faudra mettre à jour le registre BO. Il s'agit aussi d'une obligation annuelle parce que chaque année, à dater de l'enregistrement de vos UBO, vous devrez confirmer que ces bénéficiaires effectifs restent bénéficiaires effectifs de l'ASBL. Alors, la suite de mes slides, c'est une compilation de print screen avec quelques indications qui vous permettront, qui constituent en fait ensemble un manuel qui vous permettra, j'espère, de manière plus aisée de vous identifier dans le registre BO et de compléter vos UBO dans ce fameux registre. Donc, je les passe assez rapidement. Je pense que vous que vous irez les retrouver une fois que vous aurez identifié vos UBO et les informations qui devront y être complétées. Oui, on précise bien que la date limite, c'est le 30 septembre, et donc du coup, c'est déjà dans moins d'un mois. Et donc voilà, il faut s'y mettre. Voilà, donc j'en arrive à la fin de mon exposé. Je ne sais pas si vous avez encore des questions à me poser. Alors, l'agent Jacques qui demande, peut-on désigner une seule personne responsable dans le registre BO, option 5? Oui, donc non, oui. Vous avez la possibilité, vous pouvez effectivement responsable. Non, les administrateurs restent responsables de l'enregistrement des UBO. C'est une obligation des administrateurs. Maintenant, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils peuvent demander, par exemple, le cas échéant, nous on l'a déjà fait pour des associations et également pour des sociétés. Ils peuvent demander aussi à leurs employés, mais in fine, c'est leur responsabilité qui sera engagée. Alors, il y a Mathilde qui demande, faut-il enregistrer le registre UBO dans le registre UBO, les personnes faisant partie du comité de gestion? Est-ce que votre comité, les membres de votre comité peuvent représenter le club de hockey? S'ils peuvent représenter leur club de hockey, je pense qu'ils devront être repris en tant que deuxième catégorie. Mais de nouveau, c'est une question. C'est une question, oui, effectivement, c'est une question de statut. Je ne sais pas si un comité de gestion a les pouvoirs de la gestion journalière. Ça dépend des clubs. Il y a des clubs où il y a un CA, il y a un comité de gestion avec certains administrateurs désignés pour la gestion journalière. Dans ce cas-là, en tant qu'administrateur, ils devront faire partie du registre BO. Dans d'autres cas, ça change de club en club, mais je pense que pour la plupart des clubs, les personnes faisant partie du comité de gestion doivent faire partie du registre BO. D'accord. De toute façon, voilà, il s'agit. La question qu'il faut véritablement se poser, c'est de savoir est-ce que ces personnes ont un contrôle sur l'ASBL. S'ils ont un contrôle, je ne saurais que vous recommander d'indiquer de les indiquer dans le registre BO pour s'assurer que vous ne commettez pas
de manquements dans le cadre de vos obligations. Alors, je vais encore vous laisser quelques minutes pour poser encore des questions. On arrive à la fin de ma présentation, mais si vous avez encore des questions, allez-y maintenant via l'onglet questions. Et sinon, on va clôturer d'ici 2-3 minutes. Alors pour ce qui concerne la question de savoir s'il est vrai qu'un comptable de métier ne peut pas être trésorier de la SBL, alors je n'ai pas connaissance de ces obligations. Je peux juste vous dire que si une telle obligation existe, c'est une obligation déontologique qui est liée à la profession du comptable et non pas du droit des ASBL à proprement parler. Okay. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce que vous envoyez la présentation? Donc oui, Paul, tous les participants vont recevoir les PowerPoint. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui remercient. Ben, merci à vous d'avoir été présents ce soir. Si des questions vous viennent à l'esprit plus tard ce soir, cette nuit, quand vous rêvez, ou bien demain ou plus tard dans la semaine, je reste disponible. Donc, vous m'envoyez sur mon adresse mail, christophe.pelon@ok.be. Vous me connaissez maintenant, je pense. Et je vais surtout remercier China, qui a été présente ce soir au nom d'Altus pour présenter tout ça, mais je te laisse peut-être conclure pour présenter Altus. Oui, donc ben voilà, on est un cabinet d'affaires belgo-belge. On est situé à Bruxelles, mais on a une antenne à Louvain-la-Neuve. On donne souvent des présentations, par exemple au Cercle du Lac. On a une aile qui est vraiment dédiée au droit du sport et qu'on promeut dans le cadre dans le cadre de la plupart de nos activités. Donc voilà, on reste à votre disposition si vous avez la moindre question, que ce soit par rapport au droit du sport, au droit des ASBL, au droit de la concurrence. Voilà. Et pour le reste, je vous renvoie à notre site web. Voilà, merci beaucoup China, merci beaucoup à tous. Et comme on l'a dit, on reste disponible si d'autres questions viennent à l'esprit. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.